on court devant la société en essayant d'anticiper ce qui risque d'arriver. 1984 d'Orwell, c'était en gros, outre le totalitarisme, l'arrivée des écrans interactifs dans tous les foyers. On a eu le temps d'y réfléchir et de se méfier. La science-fiction est en train de se prendre le mur du réel dans la face. Je me disais bien que la SF s'était pris un truc dans la face. Récemment, j'ai lu pas mal d'œuvres SF du 21e, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble qu'elles ont emprunté un virage depuis les grands classiques du genre du 20e. Certes, il est toujours un peu question d'anticipation, mais elle paraît moins fascinante, son importance moins centrale dans le récit. Excite la SF de démonstration de Papa Huxley et Papa Orwell, celle qui démontre par la fiction telle ou telle dérive, on entrerait dans une SF moins raisonnée et plus sensible. C'est pas telle technologie isolée ou telle pratique sociale ou politique qu'on pointe du doigt tout au long de l'intrigue, mais un monde dans son ensemble, un futur fictionnel au fond très proche de notre présent réel. Comme si la SF avait fini de se cantonner à un exercice purement intellectuel pour explorer d'autres contrées. Qu'est-ce donc que ceci? Les autrices et auteurs en ont-ils ras-le-bol de faire de l'anticipation? Ils peuvent plus parce que ça va trop vite, ma bonne dame, c'est trop imprévisible? Ou au contraire, on sait hélas que trop bien les périls qui nous guettent, blindés d'articles sourcés, de statistiques et d'avis d'experts que nous sommes? Ou peut-être, en effet, s'est-on pris le réel dans la face, et que le monde actuel peut déjà paraître une œuvre de science-fiction à nos propres yeux. Les autrices et auteurs du 21e n'ont plus à aller très loin pour devoir faire ce précieux exercice de démêlage des fils du temps. Ou comme dit cet adage que j'aime pas, la réalité dépasse la fiction. Bref, la SF du 21e pose un paquet de questions intéressantes. Bon, on va essayer de réfléchir à ça avec un roman de SF française, paru aux éditions Memnos en 2005, et qui a reçu un excellent accueil critique. Aujourd'hui, on va parler du Goût de l'immortalité de Catherine Dufour. Catherine Dufour est née en 1966 à Paris. Elle suit un bac scientifique, prépa HEC, école de commerce. Elle a bossé dans la formation, puis dans l'ingénierie informatique, s'est occupée de bibliothèque numérique, puis chargée de com dans la bibliothèque universitaire de Paris 8. Et elle est évidemment autrice. Elle écrit depuis qu'elle a 7 ans et n'a jamais cessé d'écrire. Alors de ses propres mots, de la merde jusqu'à ses 27 balais, et toujours selon ses propres mots, de quoi remplir 2 sacs poubelles de 50 litres. Après ça, elle s'adonne à l'écriture de romans fantasy légers, voire burlesques, dans la ligne d'un Terry Pratchett, qui formeront la saga Quand les dieux buvaient. Puis en 2005 paraît le roman qui va nous intéresser, Le Goût de l'immortalité, cette fois-ci ni drôle ni fantasy, mais sombre et science-fiction. Et qui, pour une première tentative en SF, reçoit un accueil critique impressionnant. Ensuite, d'autres œuvres viendront s'ajouter à sa biblio, des romans, mais pas que. Études de texte sous un angle impromptu, guide pour les jeunes filles qui veulent pas devenir princesses, recueil de nouvelles... Pour ma part, j'ai découvert la plume de Catherine Dufour avec une nouvelle SF, justement, qui figure dans le recueil Demain le travail, au bal des actifs, paru aux éditions La Volte, et qui s'appelle Pas le mal, la nouvelle, et qui est très bien, et d'ailleurs je vous encourage à lire tout le recueil Demain le travail qui est vraiment top. Bref, s'il y a une chose à retenir de la biblio de Catherine Dufour, c'est qu'elle tape large, elle est très éclectique, même s'il y a une prédominance de littérature de l'imaginaire, SF et fantasy. Est-ce que c'est important de savoir ça pour notre review du Goût de l'immortalité? Oh que oui. Et sans plus tarder, on attaque. Le roman s'ouvre sur une narratrice personnage. Qui n'a pas de nom, donc vous pouvez un peu l'appeler comme vous voulez, Ginette, Dominique, nous on va l'appeler la narratrice. Qui, dans une correspondance à quelqu'un, racontera certains événements troublants de sa vie, et notamment sa rencontre avec un chercheur entomologiste prénommé Kmatik, en proie à une maladie inconnue qui le ronge peu à peu. Sauf que non. Vous allez vous imaginer une histoire avec le résumé que j'en ai fait là des premières pages, et vous allez vous planter. Et en plus vous allez dire que c'est de ma faute, donc non. L'intrigue du Goût de l'immortalité est tout sauf linéaire. Le Goût de l'immortalité est un fourre-tout, c'est un pot pourri. Alors on va vous jeter de la tranche de vie d'une gamine qui vit avec sa maman escorte dans une tour d'une ville futuriste glauque à souhait. On va vous jeter de l'enquête en Polynésie sous fond de complots géopolitiques et d'épidémies. On va même vous jeter le quotidien de réfugiés dans un camp de concentration, voire d'extermination. Le tout dans un futur sombre et anxiogène au possible, flirtant un peu avec du cyberpunk par endroits.
une sorte de cocktail où tous les éléments que craignaient les auteurs et autrices de SF semblent s'abattre comme des plaies sur la pauvre humanité. Dérive eugénique, nationalisme violent, pollution extrême, inégalité sociale monstrueuse, un monde où les noms propres se passent de majuscules, mais où les noms d'animaux et de plantes, eux, le méritent tant ils sont devenus rarissimes et sacrés. Bon, avec ce petit résumé, vous vous imaginez déjà Le Goût de l'immortalité comme un roman pas mal décousu. Et je vais pas vous mentir, il l'est un peu. Mais on va quand même s'intéresser à ça. Parce qu'il y a un paquet de bouquins qui sont décousus comme celui-ci, et la plupart échouent. C'est le problème quand on rompt un contrat de lecture qu'il y a entre un auteur et un lecteur. Quand on promet telle intrigue, quand on promet tel genre, tel style, telle atmosphère, et qu'à la page 150, finalement, on se rend compte que non, pas du tout, on va dans une autre direction. Généralement, le lecteur va continuer un peu le bouquin, va se sentir paumé, et puis, page 170, hop, il referme le truc, ciao, bye bye. Alors pourquoi Le Goût de l'immortalité a réussi, en tout cas il semble réussir, vu l'accueil critique qu'il a eu, là où la plupart des autres bouquins aux intrigues décousues se sont bananés? Bah déjà, Le Goût de l'immortalité est moins décousu qu'il n'y paraît. Il a deux liens forts, et le premier qui est très évident, c'est le personnage narrateur. La narratrice est le pivot de l'histoire. Alors parfois elle est personnage agissant, parfois elle est simple témoin des événements qui surviennent, ou parfois elle est même carrément le relais du récit de quelqu'un d'autre. Mais il n'y a qu'elle pour nous faire voir, par ses yeux, l'univers de la diégèse. Et ça c'est grâce à la narration première personne. Quand elle est bien employée, la narration première personne permet justement l'émergence de sentiments, cette connivence qu'il peut y avoir entre le lecteur et un personnage. Par exemple, un infodump, quand on est en narration omnisciente, c'est vite chiant, généralement c'est même à proscrire. Mais quand c'est fait en narration première personne, on en apprend non seulement sur l'univers, mais aussi sur la personne qui observe cet univers et la personne qui nous relaie justement cette info. Dans Le Goût de l'immortalité, on est plongé dans un univers sombre, mais en plus on le goûte avec la voix particulière de cette narratrice. Une voix un peu cynique par moments. Elle nous raconte des événements qui remontent pas mal à loin dans son passé, et justement avec une certaine distance, mais une distance qui n'est pas non plus de marbre. On va finir par trouver cette narratrice polie face au désespoir, presque philosophe relativiste. Ça c'est intéressant. Et le style contribue énormément à caractériser cette narratrice. Justement, vu qu'on est dans une correspondance, enfin on est censé être dans une correspondance de la narratrice, les plumes de Catherine Dufour et de la narratrice se confondent. Et Catherine Dufour a essayé de doter la plume de cette narratrice d'un petit côté vieille dame, ce qu'elle est d'ailleurs dans l'histoire, enfin, ce qu'elle est dans l'histoire. À savoir un registre quand même soutenu, précieux de temps en temps, avec des tournures élégantes, mais un peu vieillottes de temps en temps, sans tomber dans l'ampoulé non plus. Alors, ça marche très très bien sur les passages tranches de vie, comme on en a parlé précédemment. Après, sur certains passages qui sont un peu plus orientés action ou enquête, moi je pense donc à l'épisode polynésien et aussi à l'épisode des réfugiés, là la plume est un peu plus sèche, elle est moins... on perd un peu ce côté vieille dame cynique. Ce qui est logique, hein, sur des scènes d'action, c'est un peu plus compliqué d'adopter un style philosophe, élégant, etc. Et pour finir sur la narration en jeu, c'est souvent casse-gueule dans les romans, et encore plus dans des romans qui ont une intrigue éparpillée et éclatée. Eh ben, Catherine Dufour s'en sort bien, elle tombe pas dans les écueils classiques du genre le personnage narrateur qui raconte un événement alors qu'il était pas censé être là, par exemple, ou encore plus grave, à mon goût, c'est l'accès aux pensées d'un autre personnage. Eh ben ça, non seulement Catherine Dufour arrive à esquiver ces écueils, mais en plus, elle arrive à en faire une force. Elle justifie toujours la manière dont la narratrice a obtenu les infos, les conversations ou les témoignages qu'elle nous livre. Par exemple, pendant l'enquête en Polynésie, la narratrice, elle est pas là, mais elle nous livre en fait toute l'histoire par le biais de conversations enregistrées qu'elle a obtenues, de rapports d'autorité, et même, des fois, elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, donc elle le dit. Elle extrapole en disant peut-être que ça s'est passé comme ça, ou peut-être que ça s'est passé comme ça. Ce qui permet au lecteur donc de reconstruire un peu l'intégralité de l'intrigue, la manière dont ça s'est déroulé, tout en prenant des précautions, tout en se disant peut-être que soit la narratrice nous ment, ou soit elle a oublié certains détails importants durant l'enquête en Polynésie. Et pendant l'épisode des réfugiés, elle va même carrément passer le flambeau de la narration à quelqu'un d'autre, donc qui va prendre le relais sur la narration en jeu.
Tout ça pour dire que si vous prévoyez un jour d'écrire un roman avec une narration première personne, bah, je vous invite fortement à lire Le Goût de l'immortalité, parce que vous allez trouver un paquet de super bonnes idées, en fait, un paquet de techniques, de la manière de les employer, pour tirer profit au maximum de cette narration, qui est vraiment très sympa. Moi j'apprécie énormément les romans qui sont en narration première personne. Bon, fin de la digression, on revient au sujet, à savoir pourquoi ce bouquin aussi bordélique, enfin en tout cas d'apparence aussi bordélique, parvient quand même à tenir la barre. Et bah le deuxième lion dont on n'a pas encore parlé, c'est... Je vais être honnête avec vous, quand j'ai refermé le bouquin, je suis resté dubitatif un bon moment, en me disant de quoi ça parle. De quoi ça parle au juste. Alors, il vient bien sûr de ce sentiment d'éparpillement dont on a parlé, hein, de l'intrigue complètement éclatée, tous ces bouts d'intrigue qui finissent un peu par se rejoindre à la fin, mais pas vraiment. Mais il vient aussi des thèmes abordés. On peut difficilement synthétiser l'univers en un seul propos. Il y a plein de thèmes, en fait, il y a pléthore de thèmes. Alors il y a des considérations écologiques, hein, donc qu'on aborde avec la pollution de l'air, les épidémies, la disparition des espèces aussi, avec donc ces animaux et certains objets issus de la nature qui eux méritent une majuscule alors que les êtres humains n'en méritent pas. Il y a aussi tout un pan social avec ces monades à la Silverberg, où il y a les pauvres en bas dans la merde et puis les riches qui se la coulent douce en haut. On a quelques remarques aussi sur le monde du travail. On a évidemment un gros aspect cyberpunk, pas mal étayé avec toutes ces organisations pas vraiment gouvernementales, mais tentaculaires, qui dirigent des groupes, des groupuscules d'activistes, qui agissent en sous-main. Et puis après, on franchit même un cap avec des thèmes qui sont pas forcément propres à la science-fiction. Je parle par exemple à la friction entre la narratrice et Kmatic, où on a une narratrice très orientée, très superstitieuse en fait, enfin très orientée spiritualité. En plus elle a les origines mandchoues, donc on a aussi pas mal d'éléments issus des folklores asiatiques. Et ce Kmatic qui lui est très cartésien, donc il y a une sorte de friction entre voilà, spiritualité et cartésianisme. C'est plus rapide de citer ce qu'il n'y a pas en fait. Ce bouquin est une psychanalyse. En fait, le thème est simple, c'est de l'essence d'inquiétude et d'angoisse vis-à-vis d'un monde qui ne semble emprunter qu'une seule voie, celle de la décomposition, de la déchéance et de la mort. Joyeux, hein? Alors il y a plein de facettes à ce thème. Il y a une lecture déjà politique qu'on peut faire, qui est comme ça, par petites touches parsemées tout au long du bouquin, on en a déjà parlé, avec les inégalités sociales, avec considérations écologiques et les groupuscules, etc. Très bien mise en lumière d'ailleurs sur une fin qui est plutôt grinçante pour ceux qui l'ont lu, mais aussi une lecture un peu plus philosophique à la décomposition, à la déchéance et à la mort. Et pour ça, faut qu'on parle du titre, Le Goût de l'immortalité. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, ça doit leur paraître un peu ironique cette idée d'immortalité alors qu'on est dans un univers où tout semble voué à la déchéance et à la mort. Et ils n'ont pas tort. Mais hélas, pour en parler, je vais devoir spoiler, donc si vous voulez vous garder intact le plaisir de la découverte, je suis au regret de dire que nos chemins se séparent pour l'instant. Je vous laisse un timecode si vous voulez récupérer pour voir la conclue, mais hélas, pendant toute une partie, je vais devoir vous inviter à cliquer si vous n'avez pas lu. À partir de là, on entre dans le domaine des interprétations. Donc les interprétations, hein, c'est comme les trous de balle, hein, tout le monde a le sien, donc moi je vais essayer de vous livrer la mienne. L'immortalité dans Le Goût de l'immortalité est un mensonge. Bon déjà essayons de définir immortalité. Ouais, on va le faire de manière savante avec l'étymologie, tout ça. Donc on a mortalis avec le préfixe privatif, qui signifie donc qui ne meurt pas. Or, il n'y a rien qui meurt pas dans le bouquin. Bien sûr, on imagine que l'immortalité du titre, elle a à voir avec la condition de la narratrice et de Kmatic, mais ils sont pas immortels, pas du tout. Ce sont des morts vivants. Leur corps est bloqué à un stade de décomposition, leur cœur a cessé de battre, ils sont froids, donc ils n'ont pas échappé à la mort, en fait. Ils refusent d'être morts. D'ailleurs, ils sont toujours sous la menace de son couperet, donc avec les potions de Yasmithine qui sont obligés de gober à intervalles réguliers, sinon capoute. Et puis à la fin, la narratrice est obligée de trouver une autre méthode pour rester en vie, en quelque sorte. À mon humble avis, la notion d'immortalité dans le bouquin, elle est grinçante en fait, elle est ironique, elle est corrompue.
Elle est même trompeuse, un peu comme le dispositif de santé qui fait croire à la narratrice qu'elle est vivante alors qu'en fait elle est bel et bien froide. Bon alors qu'est-ce que ça raconte? À mon avis, on va rester dans le domaine du psychanalytique, en tout cas du psychologique. Je pense que ce refus de la mort de la narratrice et dogmatique peut être vu comme une angoisse par rapport à la mort, par rapport au grand néant. Alors, c'est l'angoisse de la mort propre à chacun, peut-être même propre à l'autrice au moment où elle a écrit ses pages, mais ça peut être aussi une mort beaucoup plus globale, enfin une peur de la mort beaucoup plus globale, celle de l'humanité qui veut à tout prix refuser la mort, vaincre la mort, repousser la mort, la tenir la plus éloignée possible de nos regards. Une humanité qui s'acharne à chasser la mort de notre horizon par tous les biais possibles, et même évidemment le biais technologique. Mais alors, comment, et surtout, à quel prix ? Alors, est-ce que le roman tranche sur cette question ? C'est pas évident, c'est à partir de ce moment-là où on sait plus si c'est nous lecteurs qui posons nos propres concepts sur le bouquin, ou si c'est vraiment inhérent au bouquin. Je crois que c'est possible, oui. Je crois que le roman nous dit que toute lutte contre la mort est vaine, que les choses sont amenées irrémédiablement à changer, donc soit en effet à pourrir, à se décomposer, ou soit à être bousculé. Alors peut-être qu'il y a aussi une lecture politique, comme je disais précédemment, peut-être que certains parviendront à vaincre la mort, mais dans ce cas-là ce sera de rares élus, voilà, il y aura toujours une espérance de vie de 30 balais chez les pauvres qui crèveront de plusieurs maladies, tandis que des riches s'accrocheront à la vie comme des tiques à un clébard, quoi. Possible surtout qu'il y a quand même un parallèle que j'ai trouvé un peu étrange, un peu grinçant, entre justement cette narratrice qui a le goût de l'immortalité, pour le coup, en tout cas qui se maintient en vie le plus longtemps possible, tandis que dans les 2/3 du bouquin, on parle quand même d'épidémie, on parle de la condition des réfugiés, où ça y va quand même, au niveau tas de cadavres, il y a de quoi remplir plusieurs bennes. Ouais, je sais pas. C'est une lecture possible. À y réfléchir, je suis pas certain que le roman tranche sur la question, parce que la narratrice, pour le coup, elle, refuse la mort jusqu'au bout, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de jugement là-dessus. Peut-être qu'il y a une autre interprétation qui, elle, serait moins erronée, plus précise, et qui serait à voir du côté de la vie, cette fois-ci. Peut-être que le goût de l'immortalité parle de la rage de vivre. Mais pas la rage de vivre romantisée, la belle rage de vivre, héroïque, ou quoi que ce soit. Non, une rage de vivre beaucoup moins positive, beaucoup plus dérisoire en fait. Peut-être que pour Catherine Dufour, l'humanité, c'est plein de petits macabées en devenir, qui essayent de tenir en respect la grande faucheuse le plus longtemps possible, et c'est tout. Un peu nihiliste, c'est pas très réjouissant non plus. Le goût de l'immortalité contient, même dans sa démarche créative, une envie d'hybrider un peu. Une envie donc de piocher dans la SF, mais aussi dans la blanche, et aussi un peu dans le fantastique. Donc on a les éléments très SF à la cyberpunk, mais on a aussi un développement de personnages, un aspect très tranche de vie qu'on trouve habituellement peu dans le genre, et on trouve aussi certains éléments de fantastique, comme cette histoire de spiritualité de la narratrice, avec certains mythes du folklore mandchou, ce qui donne un roman à la saveur très particulière. Si vous vous rappelez de la présentation de l'autrice, justement, on avait dit qu'elle avait une bibliographie très éclectique, et donc, qui de mieux qu'elle pour hybrider la SF, pour lui donner justement cette saveur un peu particulière. Ce qui lui permet aussi, en hybridant la SF, en ouvrant et en piochant dans d'autres genres, ça lui permet aussi d'aborder d'autres propos. Et voilà le propos de cette conclusion. La SF ne se cantonne pas à un rôle d'anticipation. Elle peut faire beaucoup d'autres choses. Je pense que vous en êtes rendu compte durant cette review, et même durant celle précédente. La SF peut servir de réflexion philosophique sur la vie, sur ce qu'est être vivant, comme on l'a vu dans la review de la Horde du Contrevent, mais elle peut aussi offrir des réflexions hyper intéressantes au sujet de la mort, de vaincre la mort. Elle peut jouer sur le même terrain que la Blanche, et elle peut même, à mon avis, disposer de meilleurs outils, parce qu'on peut faire tellement plus de choses quand on casse le carcan justement du réalisme pour entrer dans le domaine de l'imaginaire, où là, elle peut nous offrir plein de cadres possibles qui nous permettent de nous explorer nous-mêmes, d'explorer des grands concepts tels que la vie, la mort, mais aussi interroger nos propres inquiétudes, nos propres incompréhensions vis-à-vis du monde actuel.
Je suis pas un chercheur universitaire, j'ai pas planché sur un corpus de 150 bouquins et j'ai pas passé 8 ans à réfléchir à ça. Mais je pense que à partir du 21e siècle, la SF a emprunté un virage. Maintenant, comme on l'avait dit, hein, on n'est plus dans le domaine du rêve du futur, en tout cas d'un futur qui nous permettrait de fantasmer sur plein de choses, d'idéaliser certaines choses. On est sur un futur où, quand on questionne les gens, beaucoup de gens l'abordent de manière beaucoup plus pessimiste. Et justement, la SF s'est un peu adaptée, elle est devenue un peu plus viscérale, plus psychologique. Je pense qu'elle a cessé de marcher au loin devant nous pour maintenant marcher à côté de nous, nous observer et prendre des notes. Je pense que maintenant la SF du 21e est beaucoup plus orientée à réflexion sur l'humain, réflexion même sur... je pense qu'elle a un rôle de décodage à l'heure actuelle de notre quotidien. Alors bien sûr, on l'a déjà dit, il y aura toujours des œuvres de hard science, bien sûr, pour essayer d'éclairer un peu l'horizon sur un futur proche, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y aura aussi, bien sûr, toujours des œuvres qui vont délirer sur des futurs improbables. Heureusement, on fait ce qu'on veut, quoi, c'est ça la beauté de la littérature. Mais je pense il commence à y avoir une scène SF qui utilise les outils science-fiction et imaginaire beaucoup plus en fait pour observer nous-mêmes, pour observer l'humain, plutôt que pour observer les étoiles. Alors est-ce que je suis en train de délirer? Est-ce que je suis en train de me planter complètement? C'est possible, mais c'est pas grave parce que justement, pour les prochains Lire ou ne pas lire, les 4 ou 5 prochains Lire ou ne pas lire, on va s'intéresser à ce sujet. Qu'est-ce que nous dit la SF 21e, la SF récente, contemporaine? On va essayer de se pencher sur la question avec des autrices et auteurs de SF de langue française. Désolé pour les fans de fantasy, on va mettre la fantasy un peu entre parenthèses pour les Lire ou ne pas lire, mais par contre je continuerai d'en parler dans des booktubes, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et j'ai complètement oublié de donner mon avis final sur Le Goût de l'immortalité. On va le faire tout de suite. Le Goût de l'immortalité est un excellent bouquin dont je vous conseille la lecture. Il m'a plongé dans un univers tout sauf agréable, et j'ai aimé ça. Donc, si tu ne crains pas un style exigeant par endroits, une intrigue éparpillée au possible, et finalement pas si importante que ça, des thèmes joyeux comme la mort, la maladie, le désespoir ou la vacuité de l'existence, bah fonce. Par contre, si tu cherches un bouquin pause cérébrale, une aventure haletante, ou une histoire feel good ou orientée intrigue, bah tu seras pas dans de bonnes dispositions, je le crains. Le Goût de l'immortalité n'est pas vraiment une lecture de plage. Ou sinon, une lecture de plage polluée avec une eau glacée. Allez, prenez soin de vous, et à bientôt.